Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des lectures en cours. Alors comme annoncé dans l'épisode précédent, celui-ci va être très globalement tourné vers les shoujo. Sur les 10 dernières lectures que j'ai faites, il y en a 6 qui sont des shoujo. Il y a également eu un yuri, 2 shonen et un seinen. Je commence sans attendre avec le seul yuri de cette vidéo et le seul yuri que je lis de toute manière. Il s'agit du 4e tome de Citrus de Sabuluta, c'est publié chez Taifu, collection Yuri. Alors nous avons rattrapé la parution japonaise, il n'y a pas de date pour la sortie du tome 5 au Japon, du coup aucune date comme vous vous en doutez pour la France. Ça a été une lecture très mitigée, à un tel point que j'hésite très franchement à arrêter la série à ce 4e tome qui pour moi n'avait pas grand intérêt, et en y repensant un petit peu, la série n'est pas extraordinaire en soi, l'histoire n'avance vraiment pas des masses. Dans ce 4e tome, les deux sœurs, donc Mei et Yuzu, vont rencontrer deux autres sœurs, il me semble que c'est lors d'un voyage scolaire, quelque chose comme ça, et l'une des deux sœurs va tomber amoureuse de Mei. Tout se passe devant sous les yeux de Yuzu, elle ne se rend compte absolument de rien. Alors je veux bien, elle est présentée comme étant la petite sœur qui est encore très naïve, très fleur bleue, qui ne connaît pas les choses de l'amour. Mais là, quand on a ce genre de situation qui se déroule sous nos yeux, il faut être complètement aveugle ou stupide pour ne rien voir. Et concernant Mei, la réaction qu'elle va avoir justement quand elle va se retrouver face à quelqu'un qui va lui faire une déclaration d'amour, eh bien sa réaction est toujours la même, sans aucune surprise. Ce tome n'était vraiment sans aucune surprise, hyper prévisible. Il y a des situations qu'on voit venir à 3 km. Alors encore une fois, il y a certains mangas pour lesquels ça ne me dérange pas. Du genre Control, je vous avais dit que c'est un shonen qui est hyper prévisible sur certaines situations, mais après tout il y a ce petit côté sympathique, rafraîchissant, les personnages sont attachants. Personnellement je ne me suis absolument pas attachée à l'une des deux sœurs au début. Quand je vous ai présenté la série, j'avais une préférence pour le personnage de Mei, qui est présenté comme le personnage le plus fort, le plus froid des deux, mais finalement c'est une froideur qui est complètement superficielle. C'est un personnage qui se veut être un peu solitaire, un petit peu inaccessible, et finalement pas tant que ça. Du coup voilà, niveau scénario, j'ai beaucoup de mal avec cette série. Côté dessin, c'est sympathique. Alors après, si vous cherchez un yuri excessivement soft à commencer, quand je parle d'excessivement soft, c'est-à-dire un yuri dans lequel vous n'avez que quelques scènes de bisous et absolument rien de plus, vous pouvez commencer ce titre sans aucune mauvaise surprise. Après voilà, faut pas chercher quelque chose avec une super grosse histoire, tout ça, parce que là c'est vraiment pas le cas. Donc je me tâte à arrêter la série à ce 4e tome. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez globalement de la série. Alors c'est une série qui a été pas mal encensée au départ, et moi-même voilà, je m'étais lancée en voyant les très bons avis du 1er tome, mais petit à petit au fil des tomes, bien je me demande est-ce que ça vaut réellement la peine de continuer. Je passe à présent à la partie shoujo qui, comme vous l'aurez compris, va constituer le plus gros de cette vidéo, puisque je vais vous présenter pas moins de 6 lectures, et dans ces 6 lectures shoujo, il y a eu du très bon, et d'ailleurs je vais aller pratiquement du pire au meilleur. Voilà, c'est à peu près un classement comme ça que je vous ai fait, même si finalement au niveau du pire, il y a quand même 2 séries qui se détachent du lot, parce que très clairement c'est le genre, je vais les continuer, mais c'est vraiment pas des titres, donc j'attends la suite avec la plus grande impatience. Donc je vais commencer avec le second tome de Urakata de Bisco Atoli, c'est publié chez Panini Manga. Donc la série est toujours en cours au Japon, avec déjà 4 tomes de parus, et on n'a pas la date pour la sortie du tome 3 en France. Le rythme de parution après chez Panini, ça varie vraiment d'une série à l'autre. Il y a des séries qui marchent très bien chez eux, qui ont un rythme de parution tous les 3 mois, et on a ce genre de série qui à mon avis ne va pas excessivement bien fonctionner. Alors le premier tome de la série, je vous l'avais présenté dans le book haul du mois de septembre, et ça n'avait pas du tout été un coup de cœur, loin de là. Ça avait été une lecture sympathique mais sans plus, au contraire d'Amandine de la chaîne Lacro Manga qui ne l'avait absolument pas aimé. Je me rappelle encore de sa vidéo flop. Personnellement ça n'avait pas été un flop, ce que j'avais trouvé c'était surtout que le premier tome était assez indigeste, puisqu'il y a des textes absolument partout, et ça encore une fois c'est complètement propre à l'auteur, qui est pour rappel la mangaka à laquelle on doit la série Host Club entre autres. Du coup on se retrouve avec des planches qui sont surchargées de texte, et ça peut rendre voilà, la lecture parfois complètement indigeste, parce qu'il y a beaucoup de bulles à lire. Parfois ce n'est pas évident de comprendre qui dit quoi,
Et ça peut être complètement gavant. Je veux dire, il y a des mangas, pour citer un autre type complètement de manga, mais Death Note est un manga qui à certains moments a été complètement indigeste côté lecture parce que c'était surchargé de texte. Alors après, concernant ce second tome de Ulakata, je l'ai trouvé un petit peu moins lourd justement et indigeste que le premier tome. Après, je ne l'ai pas trouvé génialissime non plus. On continue de suivre le petit groupe du départ sur des tournages de films. Ils vont venir en aide à un moment donné à une fille qui a un petit peu du mal à se débarrasser de son ex. Donc on ne découvre plus les personnages qu'on avait mis du temps à découvrir dans le premier tome. Le personnage principal, on va dire, donc lui, donc Ranmaru, c'est un personnage tête à claque par excellence. Voilà, c'est le gars qui, encore une fois, voilà, c'est un peu le personnage... pas auquel on va excessivement s'attacher et qui est un petit peu agaçant, mais il y a des personnages sympathiques autour qui rattrapent un petit peu le tout, donc c'est pas bien méchant. Après, j'ai pas trouvé ça ultra passionnant, il y a des petits passages un petit peu fun, mais je trouve pas que ça soit hyper accrocheur sur la durée. Voilà, je ne sais pas combien de tomes fera la série, mais je me tâte un peu là encore à prendre la suite, parce que même si le tome était dans son ensemble, ce n'était pas un flop, c'était sympa. Il n'y a pas ce petit truc qui me donne spécialement envie d'y revenir malheureusement. Je passe à présent à ce qui a été, je pense, le plus gros flop de lecture de tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il s'agit du 8e tome de Come to Me, romance sous le même toit de Nashiyuki. C'est publié chez Soleil Manga dans leur collection Shoujo. Donc la série n'est pas terminée en 8 tomes, ça fait quelques temps, enfin depuis que je vous présente cette série tout simplement, je vous dis qu'elle est terminée en 8 tomes parce que c'est ce qui avait été annoncé sur le site de Manga News. Mais finalement l'auteur ne s'arrête pas à ce 8e tome, il y a un 9e tome d'ailleurs qui est sorti au Japon et qui sortira en France le 8 février. Et en fait il y a deux options que l'auteur laisse au lecteur japonais, il me semble que l'auteur est au lecteur japonais, oui c'est bien ça. Alors soit elle termine avec le 10e tome de la série, soit elle continue la série, je crois jusqu'à 13 tomes, où elle nous racontera dans les tomes d'après ce qui se passe après le mariage des deux protagonistes. Oui, l'auteur a complètement spoilé la fin de sa propre série, mais bon, peu importe, c'est pas le truc, j'ai envie de vous dire, avec ce genre de shoujo, on s'y attend que les personnages se marient à un moment donné, fondent une belle famille, le tout... avec plein de pétales de rose partout, bref, vous avez compris où je veux en venir, c'est complètement à l'eau de rose. Mais du coup la série ne s'achève pas avec ce 8e tome qui par contre, lui, le 8e tome, s'arrête ici. Et tout ceci c'est une histoire qui n'a aucun rapport avec les deux protagonistes de l'histoire. Donc ce tome 8, pourquoi je vous dis que c'est un gros flop? Eh bien tout simplement parce que déjà l'héroïne, donc Mireille, me tape sur le système depuis le premier tome, ça n'a pas changé. Mais alors dans ce tome 8, je trouve qu'elle en tient particulièrement une méga couche, dans le sens où eh bien, ils n'en viennent à ne plus habiter ensemble, si je ne confonds pas les séries. Ils se retrouvent donc séparés, ils ne se voient plus tant que ça. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, bon là je vous fais un mini spoil, mais c'est vraiment le mini spoil, voilà, passez plus loin de la vidéo si vous voulez pas entendre ce spoil. Mais en gros, j'ai dû oublier son nom à celui-là, Fumiya va la demander en mariage. Donc en gros, ils vont se fiancer dans ce 8e tome, sachant que Mireille a 16 ans. Donc théoriquement, elle ne peut pas se marier, elle est en âge apparemment de se fiancer. Apparemment au Japon ils pourraient même se marier à 16 ans, mais ça j'ai un gros doute. Et en gros ils attendent de se retrouver avec un métier, tout ça, les études passées, et hop on se marie et ils eurent beaucoup d'enfants et compagnie. Alors déjà j'ai trouvé que c'était un peu du grand n'importe quoi parce que bon, voilà, je suis peut-être complètement dans la réalité, mais personnellement le mariage c'est absolument pas un truc qui me vend du rêve, mais alors très très loin de là. Et alors de penser que parce que vous allez être fiancés, promis l'un à l'autre, être à je ne sais pas combien de kilomètres l'un de l'autre et que tout va bien, parce que de toute manière j'ai une bague au doigt donc tout va bien, il ne va rien se passer, on va se retrouver et on va fonder une grande famille, je trouve que c'est carrément du très grand n'importe quoi. Mais ce qui m'a également agacé, c'est que Mireille est pire qu'à côté de ses pompes, c'est-à-dire que, ok, elle est très fleur bleue, on a encore une fois une héroïne qui est fleur bleue, naïve, qui ne connaît pas les choses de l'amour, tout ça. Mais meuf, t'as quand même 16 ans, t'es pas idiote, tu te doutes un petit peu qu'un mec à un moment donné va avoir envie d'autre chose que de simples bisous. Le discours qu'elle tient et les réactions qu'elle a quand justement ils vont un petit peu parler hypothétiquement de passer à l'acte, eh bien ça prend toujours des proportions, genre oh mon dieu mais non je n'avais jamais imaginé ça de ma vie, enfin... Voilà, l'héroïne, tête à claque par excellence, et je trouve ce manga vraiment, par ces côtés-là, vraiment le mariage et le fait
de ne pas envisager la moindre relation sexuelle avant pouh, je ne sais quel âge, complètement surréaliste. Voilà, donc c'est pas un titre, je vais le finir maintenant, ça va, je suis au tome 8 sur 10 ou 13, je vais le conclure, mais personnellement j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette série, que je trouve niaise au possible, mais surtout l'héroïne, jusqu'au bout, je pense, jusqu'au tout dernier tome et la dernière page de la série, se considérera comme une merde. Parce que c'est très clairement le cas, ça n'a pas changé depuis le premier tome, et voilà, malgré le fait qu'elle sort avec le garçon qu'elle aime, qu'elle a une vie qui s'est un petit peu, on va dire, globalement améliorée par rapport à ce qu'elle était auparavant. On est complètement sur un shoujo surréaliste, donc j'ai beaucoup de mal avec cette série, vous l'aurez compris, et ça n'a pas du tout été une bonne lecture. Je passe à présent à une autre lecture shoujo qui a été un tout petit peu moins niaise que Come to Me, mais qui est un petit peu dans le même délire. Il s'agit du 7e tome de Rere Hello de Tokomi Nami, publié chez Delcourt Tonkam. Donc la série est terminée en 11 tomes et le 8e tome sortira en France le 1er février. Alors c'est une série qu'on va dire comme étant sympathique, mais qui tourne un petit peu en rond. Et c'est malheureusement ce que je reproche très souvent au shoujo, c'est de tourner en rond pour strictement rien du tout. Le couple est établi, on le voit sur la couverture, ils sont heureux, et pourquoi quand les gens sont heureux, arrivent après de nombreuses difficultés à se mettre ensemble, pourquoi il y a toujours des éléments perturbateurs, et en plus le même élément perturbateur qui nous a pompé l'air à quelques tomes précédents, recommence sa mascarade en espérant foutre le couple en l'air. Pourquoi? C'est-à-dire que tant qu'ils sont pas mariés, qu'ils n'ont pas 4 gosses, on va pas leur foutre la paix, si j'ai bien compris, c'est complètement ça. 4e de couverture qui est très sympa, il y a toujours de la bouffe sur les couvertures de Rere Hello, puisqu'à la base, elle prépare les repas pour celui qui est devenu finalement son petit ami, et elle prépare également les repas pour le gars qui fout la merde dans son couple. Voilà, ce que je comprends pas trop, parce que bon, elle avait fait une espèce de promesse à ce gars de lui faire des repas jusqu'à la fête du sport ou un truc comme ça, et malgré les grâces qu'il va lui faire et ce qu'il va lui envoyer à la gueule, non mais je t'avais fait une promesse donc je continue à te faire le repas. C'est bon, il y a des héroïnes comme ça, elles veulent définitivement des claques. Alors les personnages sont un poil moins agaçants, un poil moins niais que dans Come to Me, mais globalement je pense que si de toute manière vous aimez Come to Me, vous pourrez aimer Rere Hello. J'ai pas envie de vous dire c'est des mauvaises lectures, ce sont des mauvais mangas, c'est complètement ce genre-là de shoujo, ils répondent très bien aux critères, à ce qu'on leur demande d'être. Mais personnellement, j'ai de plus en plus de mal avec ce genre de titre, et je vous avoue que 2017 ne sera pas beaucoup rempli de shoujo pour ma part, de nouveautés shoujo, à moins de trouver des nouveautés shoujo un petit peu différentes, qui proposent des schémas un petit peu moins niais, peut-être des personnages soit plus âgés, soit avec des histoires. Vous avez un petit peu comme Perfect World, Rouge Eclipse, Ugly Princess que je vais vous présenter juste après. Voilà, en gros ce genre de titre là où on n'est pas... même s'il y a de la romance, il n'y a pas que ça, et surtout il y a du bon scénario derrière. Bon là c'est somme toute assez classique, mais c'est moins pire on va dire que Come to Me. Donc là encore je continuerai la série jusqu'à la fin, mais ce sera pas mon gros coup de cœur shoujo, vous l'aurez bien compris. Je passe au dernier shoujo niais, après j'en aurai 2 autres à vous présenter, mais qui sont dans un tout autre registre, on change complètement de registre, on ne sera plus du tout dans du shoujo dégoulinant de bons sentiments. Donc je vous parle du dernier qui est dans cette veine là, il s'agit du 4e tome de Lovely Fridays de Alina Tanemura, également publié chez Delcourt Tonkam. Terminé en 11 tomes là encore, et le tome 5 sortira le 11 janvier. Alors les couvertures de cette série sont vraiment sublimes, ça c'est vraiment un truc que je peux pas lui enlever. Mais alors après au niveau de l'histoire, voilà, alors bon, on a toujours le petit couple Ai Nekota, comme vous le voyez ici et comme vous le voyez là en fait, qui sont cousin-cousine, elle est plus âgée que lui, et du fait qu'ils soient cousin-cousine et qu'elle soit plus âgée que lui, ça rend la situation pas évidente du tout. Mais il y a vraiment des contradictions dans la tête de l'héroïne. Là encore, je vais vous dire, c'est des héroïnes, mais il faut toutes les mettre dans un sac et les balancer par la fenêtre. Parce que là, au point où on en est, c'est genre pas possible. Elle est du genre complètement prude, à ne pas vouloir se retrouver seule avec Nekota de peur qu'il se jette littéralement sur elle. Elle essaye d'éviter au maximum même les bisous, ce genre de choses. Et pourtant, elle lui tient un discours totalement inverse. C'est-à-dire qu'en gros, limite, elle va faire la fille séduisante, tout ça, qui a envie de plus, qui va même aller jusqu'à lui faire certaines propositions. Et à côté de ça, dès que lui tente un truc, oh non, pitié, non, je suis pas encore prête, non, pas encore. Why?
why? Alors ce qui m'a un petit peu fait sauter au plafond dans ce 4e tome, c'est qu'à un moment donné il va y avoir une scène qui pourrait amener quelque chose d'assez sympa entre Nekota et une jeune fille qu'on va supposer être une pseudo absolument pas rivale de l'héroïne. Cette scène là je me suis dit ah ça va peut-être apporter quelque chose d'intéressant pour la suite. Et en fait non, ça bloque encore plus la situation qu'elle n'était déjà bloquée. Pourquoi? Parce que l'héroïne ne communique pas. Voilà, dans les shoujo, je trouve que les personnages ne communiquent pas entre eux. Les filles, elles vont voir quelque chose, elles vont mal l'analyser, et elles vont garder ça pour elles vont faire la gueule, ou elles vont rompre avec leurs copains. Bref, c'est un petit peu ça aussi les filles dans la vraie vie. Je ne dis pas, mais s'il vous plaît, un peu de jugeote, il y a un peu du dialogue, quelque chose. Parce que là, du coup, on se retrouve face à des personnages qui se retrouvent face à des malentendus et qui restent dans cette situation de blocage. Bref, vous aurez compris, il y a un petit peu d'humour dans de toute manière dans ces 3 séries que je vous ai présentées, enfin dans les 4 chevaux que je vous ai présentés jusque-là, il y a de l'humour. Voilà, c'est de la romance comédie en gros, hein, c'est pas le truc larmoyant ou quoi que ce soit. Pour un plus jeune public, je dirais, ou pour une personne qui apprécie vraiment les romances à l'eau de rose, avec des fleurs partout, avec des petits cœurs partout, avec... c'est une lecture, ce que j'appellerais une lecture ultra sucrée pour le coup. Après, les dessins de cette série sont vraiment très sympas, donc c'est ce qui rattrape l'œuvre, et bon, voilà, on n'est pas du tout sur du coup de cœur là encore, mais c'était pas non plus une très mauvaise lecture, même si je trouve qu'on en est déjà à 4 tomes, que le couple est formé et qu'il n'avance pas d'un foutu poil. Je passe à présent à du très bon shoujo. Il s'agit du 4e tome de Ugly Princess de Natsume Aida, publié chez Akata. Donc la série est terminée en 7 tomes et le 5e tome sortira en France le 12 janvier. Alors immense coup de cœur pour ce 4e tome qui clôt le premier arc ou la première saison de la série, appelez ça comme vous voulez, et qui le clôt à merveille. Alors tout simplement, le premier arc de la série se sera passé au collège et on comprend que à partir du tome 5, les personnages seront au lycée. Dans différents lycées, ils ne vont pas tous intégrer le même lycée et ça j'ai trouvé ça sympa que l'auteur ne fasse pas en sorte qu'ils aillent tous au même endroit parce qu'ils ont tous des rêves et des objectifs différents dans la vie, ce qui est complètement normal et plausible. Donc ça c'était franchement sympa. Le petit couple, la couverture est géniale, je vous fais un focus sur la couverture qui est génialissime, je la trouve vraiment magnifique. À la fin du 3e tome, on restait sur un petit suspense dans le sens où on comprenait que Mito allait faire face à son ex-amour. Voilà, alors pas son ex-ex, mais l'ex-garçon dont elle était amoureuse qui lui avait complètement, qui s'était foutu de sa gueule en gros en plein milieu de la classe, et depuis elle était traumatisée, elle ne s'intéressait qu'à des mecs de jeux vidéo, de jeux de drague. Et elle était enfin tombée amoureuse d'un humain normal. Sauf qu'elle va retomber donc sur cet ex qui va la repourrir dans ce 4e tome, mais qui va la pourrir non pas comme on peut voir dans les petits chauvonniers que je vous ai montrés précédemment, qui va la pourrir avec des mots, mais vraiment terribles, des mots excessivement durs. Je ne sais pas si la traduction est exacte par rapport au Japon, mais les mots choisis sont vraiment assez vulgaires pour le coup, mais assez surtout cruels. Et j'ai adoré justement voir ça, voir que oui, il peut y avoir du harcèlement à l'école, il peut y avoir des personnes qui peuvent être jalouses, médisantes, méprisantes avec les autres, et qui vont pas leur sortir des petites vacheries, qui vont vraiment leur sortir des choses horribles, parce que ça c'est ce que malheureusement il peut arriver dans la vraie vie. Et donc on va avoir également le petit passage où elle va, parce qu'en fait si elle a changé petit à petit physiquement, c'est surtout pour lui plaire à lui. Et j'ai adoré, voilà, cette scène qui va se passer entre eux. Je n'en dis pas plus. Est-ce qu'ils vont, oui ou non, finir ensemble? Il faut lire ce 4e tome pour le savoir. L'auteur ne va pas dans l'évidence, ne va pas spécialement là où on l'attend, là où on a l'impression que le récit va être. Et tout se déroule d'une manière... Alors, on n'est pas du tout sur un truc hyper larmoyant, triste et tout. Il y a beaucoup d'émotions dans ce 4e tome. Mais je veux dire, on ne termine pas sur une note négative. Mais on ne termine pas sur du gros happy end. Et ça, j'ai bien aimé, voilà, de clore cette moitié de saison, cette moitié de série plutôt, sur quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Voilà, je vous montre le fameux ex là avec ses copains. Donc vraiment une excellente découverte shoujo de cette année qui sera assurément dans mon top shoujo à la fin de cette année 2016. Un titre que je vous recommande, que vous soyez fan ou pas de romance, celui-ci n'est absolument pas niais, il y a beaucoup d'humour et il y a surtout des personnages qui sont plus plausibles finalement que ce qu'on a dans les shoujo que je vous ai montré précédemment. Je conclus enfin la partie shoujo de cette vidéo qui aura été super longue, vous l'aurez compris, avec un dernier shoujo mais qui n'en est pas vraiment un puisqu'il est dans la catégorie
catégorie dans la collection Seinen de Glénat. Il s'agit, vous vous en doutez un petit peu, du 5e tome de la série Les Enfants de la Baleine de Abi Umeda, publié donc chez Glénat dans leur collection Seinen. Le titre est toujours en cours au Japon avec 8 tomes de parus et le tome 6 sortira en France le 15 février. J'ai adoré ce 5e tome des Enfants de la Baleine, c'est vraiment une série que je trouve très poétique, très originale, avec vraiment un univers complètement atypique. Alors dans ce 5e tome, il va y avoir pas mal de révélations à propos de la baleine de glace justement. Alors on savait un petit peu que le peuple à son bord était des prisonniers, des êtres maudits et tout. On avait un petit peu d'explications à leurs propos, mais quand on comprend ce que fait réellement la baleine de glace, c'est vraiment terrible, c'est vraiment la pire des punitions qu'il pouvait avoir, et tous ne sont pas au courant. C'est toujours Shakuro qui a un petit peu les oreilles qui traînent et qui se retrouve à découvrir des trucs vraiment terribles concernant leur histoire tout simplement. Donc c'est vraiment un tome que j'ai adoré, qui est très sombre depuis tout simplement qu'ils ont été attaqués. Oh, c'est trop mignon. Depuis qu'ils ont été attaqués, et bien c'est vraiment alors ils vont de découverte en découverte, certes à propos de la baleine de glaise, mais ils vont également de découverte en découverte concernant le monde qui les entoure, les autres îles, les autres peuples qui existent. Ils apprennent vraiment pas mal de choses. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pratiquement pas d'ailleurs de combat dans ce 5e tome. C'est plus révélation et explication par rapport à la baleine de glaise et au monde dans lequel se déroule l'histoire. Un titre que je trouve d'une très très grande beauté, que ce soit au niveau des dessins, de la poésie de l'histoire, tout ça. Un univers vraiment passionnant à découvrir, vraiment très immersif, et pour le coup, j'ai vraiment très très hâte d'en avoir la suite. C'est bon, j'en ai terminé avec les shoujo. J'attaque à présent la partie shonen de cette vidéo qui sera très brève puisqu'elle sera composée de 2 titres. Et je vais commencer avec celui des 2 qui m'a le moins plu. Voilà, je vais toujours un petit peu crescendo concernant les titres que je vous présente. Donc celui des 2 qui m'a le moins plu, c'est le 7e tome de Senseiya Sentia Sho de Masami Kuromada et Shimaki Kuori, publié chez Kurokawa. Donc la série est toujours en cours au Japon avec 9 tomes de parus et le 8e tome sortira en France le 9 février. Alors déjà un petit focus sur la couverture qui est sublime, mais alors après quoi vous dire à propos de ce 7e tome? Il est sur la continuité des tomes précédents, mais il ne se passe pas grand chose. Alors attention, mini spoiler si vous n'êtes pas à jour de la série ou que vous ne savez pas quelles sont les grosses révélations, je crois que c'était vers le tome 2, 3, quelque chose comme ça. On a le combat qui avait commencé dans le tome précédent entre Saga et Eolia qui continue. Alors on le sait, quand 2 chevaliers d'or en viennent aux mains, ça peut durer hyper longtemps. Voilà, ça si vous connaissez l'univers de Senseiya, vous savez que c'est parti pour durer un bon moment, mais ça continue quoi, je veux dire, on n'en est pas encore à la conclusion dans ce tome. Donc je vous montre un peu ce que ça donne, parce que par contre côté édition c'est vraiment top. Et là on a une autre illustration, c'est vraiment très très joli. Je vous montre l'illustration ici. Et puis voilà, on continue à suivre, comment elle s'appelle, Shoko, qui est toujours en train d'essayer d'aider sa sœur, et en même temps qu'il doit aider sa sœur, qui est donc maintenant la réincarnation de la déesse de la discorde, Eris, je ne dis pas de bêtises. D'un côté, elle veut essayer de récupérer sa sœur, qui n'est plus vraiment sa sœur, mais qui semble encore être sa sœur à l'intérieur. Et d'un côté, eh bien, il faut qu'elle aide Athéna, puisque maintenant elle est devenue une Sentia, enfin c'est une Sentia, donc elle doit être au service d'Athéna. Donc autant vous dire, c'est la nana qui a très clairement le cul entre 2 chaises, puisqu'elle doit aider 2 personnes qui en viennent à devoir s'affronter à un moment donné. Très compliqué. Mais voilà, un tome avec beaucoup de combats. Vraiment, c'est un titre qui est hyper dynamique. Si vous aimez les shonen où il y a beaucoup de bastons avec des combats de chevaliers, si c'est ça que vous aimez dans l'univers Senseiya, vous serez servi très largement. Mais après, au niveau de l'histoire, on n'avance pas des masses, hein, du coup. Voilà, c'est beaucoup de combats, c'est beaucoup de confrontations, toujours des petits méchants qui viennent pour foutre la pagaille. Donc voilà, au niveau de l'histoire, j'ai rien d'autre à vous dire. Ça continue son petit bonhomme de chemin très très lentement, mais c'est une lecture sympa. Voilà, c'est pas un flop, c'est pas du mauvais Senseiya, mais si en gros vous avez aimé The Lost Canvas, vous allez retrouver la même sauce, mais avec des femmes. Dernier shonen de cette vidéo, et on n'est pas très loin du coup de cœur, il s'agit du 3e tome de Platinum End
de Tsugumi Oba et Takeshi Obata, publiés chez Kaze dans leur collection Shonen Up. Donc la série est toujours en cours au Japon, avec déjà 4 tomes de parus, et il ne me semble pas qu'on ait la date pour la sortie du tome 4 en France. Alors le premier tome, je l'avais encensé comme beaucoup de monde, et comme beaucoup de monde, j'avais un petit peu enfoncé très légèrement le second tome en vous disant que ça retombait un petit peu comme un soufflet, que c'était un petit peu un cran en dessous et beaucoup de tension en moins par rapport au premier tome. Mais à la fin du second tome, on découvrait un nouveau personnage, et ce personnage-là, on comprenait que ça allait très vite devenir un allié, donc il s'agit de ce monsieur-là. Effectivement, c'est un allié, hein, ça se spoil, en même temps le gars se présentait comme étant un allié, donc je sais pas pourquoi ça aurait changé dans ce troisième tome. Il va s'associer donc à Mireille et Saki pour tout simplement combattre Metropoliman, qui encore une fois est un petit peu l'homme à abattre pour le coup, parce que c'est un concurrent beaucoup trop dangereux. Parce que lui, voilà, s'il peut tuer tout le monde, il tuera tout le monde sans aucun remords, au contraire de Mireille qui lui va avoir beaucoup plus de mal à, même ne serait-ce qu'à blesser ou manipuler quelqu'un. Il y a du peps, il y a de l'action, ça bouge, on apprend encore quelques trucs à propos des jeux, on découvre les motivations des personnages, finalement, parce que bon, il y a certains, on connaissait leur motivation, mais pas tous. On a encore une fois de très belles planches, bon ça c'est vraiment un truc qu'on peut pas enlever à ces auteurs, c'est qu'on a de très belles planches, et on a ce personnage-là, il me semble qu'on l'avait vu précédemment, qui est une espèce de grosse sadique qui est associée à Metropoliman et qui va massacrer pas mal de monde. Je dois bien avouer que la fin de ce tome a su me surprendre. C'est-à-dire qu'en fait on s'attend à ce que le plan se déroule de telle manière, et les personnages voilà, forment un plan pour faire échouer le plan de Metropoliman, bon bref. Et ça ne se passe pas comme on s'y attend. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est que l'auteur va là où on ne l'attend pas et arrive à pas nous faire complètement un retournement de situation, mais presque. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, et voilà, la série remonte dans mon estime, elle était un petit peu descendue suite au second tome qui était un peu décevant, mais ce troisième tome est vraiment très bon. J'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur de la série, pour moi vraiment, j'ai envie de vous dire le meilleur pour l'instant c'est le premier, parce qu'il vraiment il lançait la série sur une très belle lancée. Donc là, on rattrape la bonne lancée de la série, et je vous conseille vivement la série si vous ne la connaissez toujours pas. Je conclus avec le seul seinen de cette vidéo, mais je vais être très brève à son sujet parce que c'est hyper compliqué de vous en parler. Il s'agit du 8e tome de la série Dans l'intimité de Marie de Shuzo Oshimi, publié chez Akata. Donc la série est terminée en 9 tomes et le dernier tome sortira en France le 9 février. Alors j'ai bien aimé ce 8e tome, mais la série devient hyper complexe et fouillée. Alors ça demande vraiment une relecture de tous les tomes d'affilée, quand le tome 9 sortira, de tout relire bien d'affilée pour tout bien associer, parce que là ça devient compliqué de suivre où est Marie. Donc on récupère Marie qui est un peu amorphe, enfin Marie Isao, dans le corps de Marie, quelque chose comme ça, qui était amorphe dans le tome précédent, qui là ne l'est plus. On en apprend un peu plus justement sur son passé, sur le passé de ce personnage, on a certaines choses qui sont dévoilées, mais le mystère est toujours aussi épais, aussi nébuleux que précédemment à propos de où se trouve, enfin, comment tout cela va-t-il se régler à la fin plutôt. Donc j'ai hâte de voir comment l'auteur va arriver à nous donner toutes les réponses en un seul tome. Est-ce que la série va être bâclée sur la fin? Vraiment, je ne l'espère pas, parce que c'est une série que personnellement j'aurais beaucoup aimé, mais j'ai hâte de voir comment ça peut se conclure. Comment on peut apporter quelque chose, je dirais pas de plausible parce qu'on est quand même sur un récit, même si c'est du polar psychologie société, on est quand même sur un récit qui a un petit peu beaucoup de fantastique. Mais en somme, c'est un tome que j'ai bien aimé, c'est vraiment une série que je vous recommande si vous cherchez voilà, une lecture un peu atypique, bien que assez complexe, je dois bien l'avouer, et j'ai très hâte de commencer la nouvelle série de l'auteur, donc Les Fleurs du Mal, qui vont paraître chez Kiyun, il me semble que c'est Kiyun qui a la licence, au mois de janvier 2017, j'ai vraiment hâte. Et j'ai hâte aussi de voir la conclusion de cette très bonne série. Cet épisode des lectures en cours est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés dans cette vidéo, votre avis à leur sujet. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez lu dernièrement, et si parmi tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, il y a des titres qui vous donnent envie ou absolument pas. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!